L'invité de la rédaction est Éric Delbecq. Le bluff sécuritaire s'est paru aux éditions du Cerf. Je montre, puisque la radio se voit maintenant, la couverture de votre livre. Vous êtes directeur du département intelligence stratégique de Syfaris. Je vous ai demandé dans la première partie ce que c'était. Je vous le redemande pour la deuxième partie au cas où quelqu'un viendrait nous rejoindre tout de suite. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la sûreté des entreprises, donc la lutte contre les malveillances et la cybersécurité. La cybersécurité, c'est tout ce qui concerne l'environnement des ordinateurs, des disques durs, des attaques, des cyberattaques, etc. Tout à fait. Dans votre livre, vous pointez un certain nombre de points. Alors, je vous le disais tout à l'heure en antenne, c'est un livre qui est un livre solide, c'est un livre qui est un livre costaud. On apprend pas mal de choses. On est parfois d'ailleurs assez bluffé. Et dans une introduction, vous dites finalement que depuis que le rideau de fer est tombé, donc dans les années 90, 91, finalement on est un peu largué parce qu'on ne sait plus quel est l'ennemi. Enfin, c'était très clair. Il y avait deux parties. Il y avait les gentils et les méchants, grosso modo. Hein. Les rouges, les bleus. Les rouges et les bleus. Aujourd'hui, en vous lisant, je me suis dit, enfin quand même, le type connaît bien son sujet, il sait pas qui est l'ennemi, mais c'est pas l'islamisme l'ennemi. Ah ben, quand je dis on ne sait plus qui est l'ennemi, il y a aussi un deuxième compartiment de l'affirmation. Ce que l'on pourrait voir assez facilement, on ne veut pas le voir. Ah, bien évidemment, aujourd'hui, il faut dire clairement, le salafiste djihadiste est l'ennemi. La question après, c'est jusqu'à quel point le salafiste tout court n'est pas l'ennemi. Est-ce que on est plusieurs à le penser, notamment Frédéric Pichon, je pense aussi d'une certaine manière un peu Gilles Kepel et bien d'autres. Quand est-ce qu'un salafiste devient véritablement dangereux? Quand il est quiétiste, c'est pas déjà un petit problème de refuser le fait de vivre avec ses compatriotes, de partager leurs mœurs, de promouvoir une idée du statut de la femme qui est quand même pas très progressiste et ouvert sur le monde? Donc déjà, là, oui, il y a clairement un problème. Alors, pourquoi on ne veut pas l'admettre? Parce que on est tributaire de 30 ans d'idéologiquement correct. Ce que Pascal Bruckner dit à juste titre depuis aussi des décennies, c'est toujours le sanglot de l'homme blanc. Et puis le fait qu'il faut surtout pas dire qu'il y a du communautarisme, parce que ça pourrait laisser penser qu'on est raciste. Pas du tout. La question n'est pas là. C'est juste qu'on vit dans un modèle républicain, et avec cette tradition française qui a quand même construit, il faut le dire, un modèle individualiste, qui pense que les communautés ne sont pas ce qui émancipe les individus. Je pense que ça, on peut l'affirmer sans que ça pose de problème particulier. Alors quand Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'élection présidentielle au moment des primaires dit mais finalement il faut arrêter les salafistes, il faut fermer les mosquées salafistes, vous pensez qu'elle a raison? Elle a été la seule d'ailleurs à en parler pendant les primaires. Le problème des politiques, c'est qu'ils ont toujours la fâcheuse tendance d'aller vers des formules chocs qui font l'économie de tout le dispositif de raisonnement. Je crois que ça serait déjà pas mal d'appliquer les lois en vigueur, de pouvoir, entre guillemets, se saisir d'un certain nombre de personnes parce qu'ils vont à l'encontre de lois qui existent, mais dans leurs propos de tous les jours. Quand on dit certaines choses sur les femmes, ou qu'on produit des insultes antisémites, ou qu'on a des propos homophobes, il y a des textes pour tout ça. On n'a pas besoin de créer des dispositifs pour aller, entre guillemets, pardonnez la trivialité de mon propos, choper des salafistes ou les mettre son nez dans des mosquées dont on se doute bien qu'il y a des discours intégristes à l'intérieur. Donc le fait après de dire il faut voter une loi pour interdire le salafisme, juridiquement ça n'a pas tellement de sens, on va le faire comment ? En termes de respect des libertés individuelles, de liberté de conscience, là il peut y avoir des choses dangereuses. C'est comme quand on dit il faut interner les fichiers S. C'est quoi le cadre légal ? Sans compter que dans les fichiers S, il y a à boire et à manger. Certes, il y a 16 000 radicalisés, mais il peut y avoir parfois aussi des gens qui expliquent que leur voisin est un dangereux terroriste parce que ils ont une petite dent contre lui, et puis les services compétents se rendent compte au bout de quelques jours ou de quelques semaines qu'en fait c'est une petite vengeance personnelle de voisinage. Donc je crois qu'il faut quand même se détendre un petit peu sur tout ça et de ne pas faire du slogan. Alors moi, quand j'ai commencé à avoir peur dans la lecture de votre livre, c'est quand vous affirmez, grosso modo, enfin c'est ce que j'ai compris, mais peut-être que j'ai mal compris, qu'en fait, il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, quoi. Et là où ça fait encore plus peur, c'est que, toujours d'après ce que j'ai compris, on ne sait pas où on va dedans, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, mais on ne sait pas non plus où on va dehors, c'est-à-dire à l'extérieur du pays.
Alors là, ça s'appelle le chaos. Hein. Mais vous m'avez parfaitement compris. Eh oui, c'est exactement ce que je dis. Il n'y a pas de stratégie sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, parce que le fonctionnement aujourd'hui de l'administration ne permet pas cela. Et encore une fois, je fais une distinction nette entre le fonctionnement des services opérationnels, donc police, gendarmerie, renseignement, bien évidemment le monde militaire en opération extérieure, où là vous avez des organisations qui sont très structurées, qui sont performantes. Il faut quand même dire que la France est un des pays qui a le meilleur système de sécurité et de défense au monde, avec des professionnels qui sont des gens en plus qui font un usage proportionné de la force. Hein, donc oui, vous comparez avec les États-Unis où parfois ça cafouille, oui, c'est ça. Oui, je souhaite à certains d'aller faire un petit tour avec la police américaine ou canadienne, dans lequel il y a de grands professionnels, mais ils verront quand même qu'ils sont un petit peu plus sourcilleux de la détente qu'on l'est chez nous et qu'on se permet moins de choses avec eux. Donc je pense qu'il faut un petit peu faire la part des choses et ne pas aller jeter l'opprobre sur des gens qui font leur métier dans des conditions au quotidien qui sont effrayante. Hein. Vous demanderiez un énarque de l'inspection générale des finances de travailler de la même manière qu'un policier ou un gendarme, vous verrez rapidement que il va vous dire non. Bien. Donc, en revanche, nos politiques et notre très haute administration n'ont pas de stratégie. Ils en ont pas en matière de sécurité intérieure, ils en ont pas en matière de sécurité économique. Tout cet environnement de la guerre économique, de pouvoir promouvoir nos intérêts à l'extérieur, hein, notamment quand on voit une affaire comme Alstom, bon, c'est quand même un petit peu à mourir de rire ou à pleurer, je ne sais plus ce qu'il faut en penser. Donc oui, bien évidemment, il n'y a pas de stratégie. Et il peut pas y avoir de stratégie puisqu'on refuse d'entendre les analyses du terrain et que l'on refuse d'avoir le courage politique de leur donner une concrétisation, tout en sachant que son sort peut être lié à ces mesures. Oui, bien évidemment, il faudrait des politiques qui viennent pour quelques années faire le job et après s'en aillent, sans se demander s'ils vont rester. Je vous prends un petit exemple très concret. On produit régulièrement, dans notre pays, des livres blancs sur la défense et la sécurité nationale. Alors ce petit exercice est follement attrayant, parce qu'en fait, comment ça se passe ? Est-ce que c'est tous les besoins du terrain qui remontent, qui sont analysés, synthétisés ? Pas du tout. C'est qu'en fait, on sait déjà qui va... la bande de gens qui vont écrire ce livre blanc, et on sait déjà quelles vont être les contributions. Il faut que ça démontre la thèse de la présidence du moment. Voilà. Donc en gros, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, mais c'est quand même ce qu'on va écrire. Tout ça est un exercice parfaitement factice. Et les contributions qui ne vont pas dans le sens indiqué, elles sont jetées à la poubelle. J'ai bien connu l'exercice. Mais quand vous dites ce qui vient du terrain ne remonte pas ou n'est pas écouté, qu'est-ce que c'est le terrain ? Qui sont les gens de ce terrain ? Qui fait remonter C'est les unités élémentaires, c'est-à-dire que les services de police, les services de gendarmerie, les différents services de renseignement, ils ont une opinion sur tout ça. Alors après, bien évidemment, elle demande d'être formalisée. C'est pour ça que dans le livre, je propose également qu'on métisse au bout d'un moment ces services et l'analyse de ces services avec des académiques, avec des sociologues, avec des théologiens, avec des psychiatres, bref, avec toutes les personnes susceptibles de mettre en perspective les données rassemblées par ces services-là. Et là, on pourrait produire de la connaissance, produire de l'analyse, et le politique pourrait, à partir de ces diagnostics, peut-être qu'on pourrait imaginer de faire telle ou telle chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne, du tout. Parce que les informations du terrain, elles sont souvent brutales, elles sont dérangeantes la plupart du temps, elles font pas plaisir à différents ministres. Vous savez, il y a un adage, enfin plutôt une petite phrase qui court souvent dans les cabinets ministériels, que j'ai vu fonctionner de très près, c'est « est-ce que ça va fâcher le ministre ?» Ben oui, mais une information, un renseignement ne remonte pas dans le but de fâcher ou de contenter le ministre. Le ministre, il est là pour voir la réalité et proposer dans son ministère au Premier ministre et au Président de la République des mesures qui soient aptes à traiter le problème. Vous savez, je pense souvent à ces deux phrases du bon docteur Cueil. Il est urgent de ne rien faire ou d'attendre, et il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne saurait résoudre.
Notre invité est Éric Delbecq. Nous parlons du bluff sécuritaire, un livre qui est paru aux éditions du Cerf. Dans votre ouvrage, vous dites finalement qu'une certaine élite, totalement séparée de la base, c'est un peu le principe fondateur du livre. C'est qu'en fait, il y a plusieurs France. Il y en a une qui profite de la mondialisation, il y en a une qui la profite absolument pas. Puis il y a une élite qui existe, qui est complètement déconnectée de la base. Est-ce que cette élite prône la haine de soi? Alors d'abord, je voudrais savoir ce que ça veut dire prôner la haine de soi, et de qui c'est soi. Eh bien, soi, c'est pas quelque chose d'univoque. Je vais prendre un petit détour. On a beaucoup parlé de manière très passionnelle des questions d'identité. Alors moi, à chaque fois, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde, quels que soient les camps en présence, parle de l'identité comme c'était une chose fixe. Non, une identité, elle évolue. Elle se tisse de multiples fils au cours de son histoire. Et donc, parfois, les fils tout nouveaux peuvent amender, apporter quelque chose, modifier une perspective. Pour autant, se mettre à détester ce qu'on a été. L'époque coloniale, c'est pas bien. L'époque napoléonienne, c'est pas beau. Il y avait des guerres, etc., etc. Vous pouvez faire comme ça toute l'histoire de France. En jugeant nos ancêtres à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui. Ça porte un nom dans le métier d'historien, c'est de l'anachronisme. C'est aussi bête que ça. Donc, on peut sainement, non pas évaluer l'histoire, mais porter un regard informé pour se dire, voilà l'avenir, ce que nous souhaitons reproduire ou ce que nous ne souhaitons pas reproduire. Mais notre héritage, il n'est pas fait que de choses atroces. Et en tout état de cause, le fait qu'il y ait des épisodes plus ou moins douloureux, moi je suis d'une tradition sourcilleuse, gaulliste, une partie de ma famille a vécu cette période du côté de la France libre et de la résistance, je n'ai aucune sympathie pour le régime de Vichy. Mais pour autant, je ne vais pas me mettre à décortiquer chaque époque de l'histoire de France pour distribuer des bons, des mauvais points. Ça n'a pas de sens. Or, on a une élite qui n'est jamais avare d'un retournement, d'un bon mot, du fait de draguer telle ou telle clientèle, pour espérer, monsieur le bourreau, encore 5 minutes de pouvoir. Et ça, c'est une vraie grande question. Et en parlant de ces élites, vous dites que finalement, elle est dépassée par la complexité des enjeux. Pourtant, si c'est une élite, elle ne devrait pas. Ces élites, j'imagine que vous parlez des énarques, que vous parlez des polytechniciens, que vous parlez de tous ces chefs de cabinet probablement brillantissimes qui nourrissent la réflexion du ministre qui pourra ainsi agir. Mais pour moi, ils sont pas brillants. Je suis passé en partie par ce modèle, notamment Sciences Po, comme condisciple, j'ai eu un certain nombre de gens, pour certains aujourd'hui connus. Un certain nombre de mes camarades ont poursuivi leur chemin jusqu'à l'ENA, d'autres venaient d'autres écoles, notamment de l'X. La question n'était pas qu'ils étaient brillants. Comme on dit, c'est des foranthèmes. Ils bachotaient comme des furieux et ils se nourrissaient, puisque aujourd'hui c'est un petit peu la tendance, de droit administratif pour l'ENA, de droit des affaires, de finances publiques, de toutes les matières qui vont permettre de très bien gagner sa vie. Mais vous pouvez faire aujourd'hui ces écoles-là, notamment passer par Sciences Po et l'ENA, sans jamais avoir approfondi la moindre question, je dis approfondi, la moindre question géopolitique, de sécurité nationale, de défense, de ce que sont les matrices culturelles, de connaissances sur l'état religieux du monde, vous pouvez en faire l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'une élite qui ne passe pas par toutes ces matières fondamentales? Qu'est-ce que c'est? Là, je vais pas encore me faire des ennemis. Qu'est-ce que c'est qu'une élite qui ne passe pas par 2-3 rites initiatiques ou épreuves de caractère, que sont par exemple le service militaire, qui est une bonne manière, quand on prétend ensuite commander des gens, de montrer qu'on en a l'étoffe. Emmanuel Macron propose un service militaire d'1 mois, c'est un peu court. Alors, je salue l'idée, parce que je trouve que ce serait pas mal d'avoir un service militaire. Ça a été enlevé par Jacques Chirac, vous qui êtes gaulliste, ça a été enlevé par Jacques Chirac pour des raisons financières. Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais pris Jacques Chirac pour un gaulliste. Donc, dont voilà. Acte. Moi, je pense que le gaullisme est mort avec Pompidou, vous voyez, donc... Next. Voilà. En l'occurrence, si je salue l'idée, 1 mois, ça, c'est pas possible. Je vois pas ce qu'on peut apprendre, moi qui suis passé par le service national et en tant qu'aspirant, parce que j'ai fait un peloton d'officiers, je vois pas bien ce qu'on peut apprendre en 1 mois. Donc, c'est toujours le problème en politique. Une idée peut être bonne, mais il faudrait que concrètement, on puisse y croire.
Alors, on va revenir évidemment sur votre livre, Le bluff sécuritaire, Éric Delbecq, c'est aux éditions du Cerf. Quand je vous ai lu, un doute m'a envahi. Un doute affreux. Un doute affreux, je peux vous dire. Parce que je connais bien les éditions du Cerf, qu'on aime beaucoup sur RCJ. Vous avez raison. Je vous ai invité avant d'avoir lu votre livre, ce que je fais assez rarement. D'habitude, je fais l'inverse. Et là, je me suis dit, le bluff sécuritaire, on va être dans l'actu. Ça m'a l'air d'être solide comme bouquin. J'ai ouvert un peu comme ça. Bon, édition du Cerf, c'est des gens sérieux. Et quand j'ai lu, je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que ce type est pas un type d'extrême droite? Parce que c'est quand même très très raide ce que vous dites. Je me suis dit, waouh, le nationalisme, le retour au machin. Vous parlez de la sauvagerie du capitalisme financier en disant les élites qui sont mises en cause. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il est d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite? Pas du tout. D'accord, c'est mieux. Non, je risque pas ma place. Et deux. Alors pour des raisons à la fois intellectuelles, opérationnelles et professionnelles, j'ai d'ailleurs fait la chasse à l'extrême droite une bonne partie de ma vie. J'ai une filiation, je disais tout à l'heure, gaulliste frénétique. Je suis convaincu que les extrêmes, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, ne sont pas saines. Et alors, vous voyez, quand on se rappelle bien l'histoire du général de Gaulle, et qu'on estime que le gaullisme s'est arrêté à la mort du général, effectivement, on a quelques griefs quand même contre l'extrême droite. Donc non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, maintenant qu'on a fait alors les élites sont divisées de la base. Ce qui remonte, c'est pour pas fâcher le ministre, donc c'est pas terrible. On n'est pas franchement en sécurité dedans, non pas du fait des forces de l'ordre, etc., mais par lâcheté finalement politique. On n'est pas franchement non plus en sécurité à l'extérieur parce que tout n'est pas pensé de façon globale. On pense pas au bluff économique parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, tout le monde est lié avec tout le monde, c'est comme un Rubik's Cube et on n'arrive pas à retrouver les faces de la même couleur. Vous dites même à un moment donné, ce qui est totalement effrayant, que le trafic de drogue, parfois c'est pas mal parce que ça permet d'avoir la paix et que donc tout ça c'est su. Mais finalement, c'est pas une histoire française, c'est une histoire mondiale déjà. Et est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne notre pays, alors j'ai beaucoup de mal à dire ça parce que justement, quand on a une filiation gaulliste, c'est fou de dire ça, mais l'État devra être contraint de l'extérieur. Le fait de se dire je vais à l'intérieur du système pour essayer de le faire évoluer, ça ne marche pas parce que le système il est fait pour se défendre lui-même. J'étais des années à l'intérieur des services du Premier ministre, non seulement je suis arrivé à rien, mais ça finissait par être contre-productif parce que le système peut très facilement vous détruire, vous rejeter, vous mettre plus bactère, vous décrédibiliser sans aucune difficulté. En revanche, de l'extérieur, étant donné que c'est un pouvoir qui a très peur des médias, de la société civile, des associations, des leaders d'opinion, on peut le faire évoluer sous réserve de dire des choses un peu intelligentes et pertinentes. Donc moi, je crois beaucoup, pas à la dictature des minorités, parce que ça c'est affreux, mais en l'occurrence à des think tanks, à des associations dont le but est de faire progresser la République. On a l'intérêt collectif, non pas de représenter une minorité, une clientèle, et de vouloir faire en sorte que ces intérêts soient reconnus. Ça, c'est efficace. Le fait que les entreprises nourrissent des laboratoires d'idées, le fait que des intellectuels s'expriment, et le courage de le faire, et de le faire contre vents et marées. Moi, je salue des hommes comme Pascal Bruckner, avec ce ridicule procès qui lui a été fait, d'aller jusqu'au bout des choses. Je pense que ça, c'est capital, parce qu'au bout d'un moment, ça montre qu'on peut continuer à penser librement. Ça joue un rôle parce que ceux qui sont à l'initiative de ces mauvais procès se rendent compte qu'on va pas pouvoir faire taire les gens. Ça, c'est de nature à faire évoluer le système. Et après, si on était capable de proposer certaines mesures. Alors, il y en a une, vous me direz, c'est une tarte à la crème, mais c'est pas parce que des choses sont des tartes à la crème qu'il faut pas le redire. Le monopole dans notre pays qui appartient aux gens issus de l'ENA dans l'exercice du pouvoir est une chose avec laquelle, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, il va falloir finir. Parce que, comment voulez-vous que quelques centaines de personnes formées de la même façon, aujourd'hui aussi socialement homogènes, puissent penser différemment et avoir cette ouverture de pensée nécessaire au traitement de problèmes que par définition on n'a jamais vus.
dans la haute fonction publique, il faudrait qu'on accueille des gens venus du secteur privé, des universités, d'autres Vous écoles. Êtes macroniste, hein. C'est exactement ce qu'il dit. Moi, je demande à voir s'il va le faire. Moi, mon problème avec Macron, si vous voulez, c'est qu'il sent des choses. On peut pas dire le contraire. La question, c'est va-t-il aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est pas de l'effet d'annonce? J'ai écrit dans un article dans le Huffington Post dans le Figaro Vox, que parfois je me demandais si Macron, alors ça marche que pour les fans de Blueberry, pour comprendre l'allusion, n'est pas Angel Face. C'est-à-dire que, voilà, sur notre système un peu en train de s'effondrer, on n'aurait pas un type souriant qui parle bien et qui a compris 2-3 astuces. Mon problème est là. Il y a que l'avenir qui nous dira si c'est le village Potemkin ou s'il y a quelque chose derrière. Mais sur ces constats-là, on peut pas dire le contraire. Maintenant, si vous voulez, pour un ancien inspecteur général des finances, il va avoir quelques preuves à faire sur le fait je vais casser ce modèle des élites. Bon, il est vrai que parfois, c'est des gens qui viennent du modèle qui en brisent une partie. Faut se rappeler que le général de Gaulle était Saint-Cyrien, pourtant il n'a pas ménagé l'armée. Mais là, c'est l'épreuve de la réalité. Puis après, il y a des petites phrases qui font que parfois, on a quand même des doutes. Une dernière question avant de se quitter. Éric Delbecq, vous êtes notre invité. Le bluff sécuritaire, c'est aux éditions du Cerf. Il y a une nouvelle donne, puisqu'on part du général de Gaulle, il y a une nouvelle donne qui s'appelle Internet. Oui. Internet, ça veut dire Google, ça veut dire Amazon, ça veut dire le monde, ça veut dire des djihadistes qui sont recrutés. Par exemple, par là, ça veut dire un antisémitisme, un racisme, ce que vous voulez. Il y a le net, il y a le darknet aussi, où vous pouvez acheter ce que vous voulez. Quand je dis ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire du commerce d'êtres humains. Enfin bon, bref, on est dans un monde qui est tellement immense qu'il est devenu minuscule et en même temps qui est complètement ingérable. C'est ingérable, c'est pas tenable. Comment on peut? Personne ne peut tenir, personne ne peut tirer. Alors c'est votre métier, la cybersécurité, mais ça paraît un chevalier blanc dans un monde de loups. C'est bien pour ça qu'il faut en finir avec cette idée que l'État est le seul acteur qui peut agir. Cette formule d'État stratège est toujours intéressante parce que ça dit bien la réalité des choses. L'État est là pour penser et coordonner les forces. Ça veut dire que la société civile, les entreprises, les individus, tout le monde participe à cette lutte générale contre des menaces. Et le travail de l'État, c'est de faire en sorte que ce soit des jeux coopératifs. Parce qu'effectivement, lui tout seul, il ne peut rien. Puis il y a la coopération internationale. Et dans les jeux coopératifs à l'échelle des États, on est loin du compte. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement concret qui achèvera de me faire des ennemis. Parler à la Russie comme on l'a fait pendant toutes les années où M. Hollande était au pouvoir, avec ce ton de matamor, totalement moralisateur, et dont on voit bien toute l'inefficacité. Parce que moi, j'aurais envie de poser la question à M. Hollande, est-ce qu'il souhaite nous faire sauter, nous, citoyens français, militaires d'actifs, réservistes opérationnels, sur Moscou, contre des Spetsnaz, des unités d'élite russes? Je ne crois pas. Et je ne pense pas que nous aurions beaucoup de succès. Donc, jouer les fiers à bras, je ne vois pas bien. Ce que je comprends en revanche, c'est que les Russes ont une stratégie de puissance. Elle nous plaît, elle nous déplaît, c'est pas le problème. Ils en ont une. Et quand on connaît un peu le peuple russe, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec eux, on sait que l'humiliation, la posture, la condamnation morale, à part les énerver et leur faire sentir qu'ils sont humiliés, on n'aboutit à aucun résultat. Alors que la diplomatie, parfois un petit peu de coulisses, de dire les choses, mais pas devant les caméras, peut produire quelques résultats. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'efficacité, on veut modérer les appétits de Vladimir Poutine, on veut de la coopération internationale, ou on veut se faire plaisir et poser en leader moralisant parce que c'est avantageux. Raymond Aron parlait du bénéfice du locuteur. On se fait plaisir. Moi, je souhaiterais un chef de l'État qui s'occupe de son pays, dont le but soit l'intérêt de la France et pas de se faire plaisir. Merci infiniment Éric Delbecq d'avoir été notre invité. Merci. Le bluff sécuritaire, c'est donc aux éditions du Cerf. Il est 12h53. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.